Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce 5 décembre. Opération coup de poing de Greenpeace contre les centrales nucléaires de Chinon. On fait le point dans ce journal. Les passages à niveau sont-ils sûrs après le drame du week-end dans le sud-est de la France? Enquête dans un instant. Et puis enfin, nous finirons ce journal avec du tir à l'arc sous-marin. Et on ouvre ce journal avec ces opérations coup de poing contre plusieurs centrales nucléaires françaises par Greenpeace. La plus spectaculaire à la centrale de Nogent-sur-Seine, près de Paris, où 9 militants se sont introduits sur le site avant d'être interpellés. Et puis dans une moindre mesure à Chinon, une banderole a été déployée sur les grilles. L'objectif de Greenpeace, démontrer que le nucléaire sûr n'existe pas. Anaïs Michaud. C'est à l'occasion d'une ronde tout à fait ordinaire que des salariés chargés de la protection du site découvrent peu avant 7 h ce lundi matin une banderole Greenpeace indiquant « Le nucléaire sûr n'existe pas ». La banderole est accrochée sur le grillage à l'extérieur du site. Jusque-là, rien d'inquiétant, seulement voilà. Une échelle est retrouvée à l'extérieur contre ce même grillage et une seconde à l'intérieur. On a beaucoup de systèmes de protection et d'alarmes liés au périmètre du site. Aucune alarme n'avait été déclenchée. Pour moi, il n'y a pas eu d'intrusion. Par contre, en application de nos procédures, compte tenu je dirais, de la situation globale, on vérifie et on quadrille l'ensemble du site. Un important dispositif a été mis en place. Le peloton spécialisé de protection de gendarmerie a été mobilisé et rapidement rejoint par d'autres membres des forces de l'ordre, un hélicoptère et des maîtres chiens. Toute la journée, les recherches se sont portées sur une éventuelle intrusion. Une action que Greenpeace a menée dans toute la France pour dénoncer le manque de prise en compte du facteur humain dans l'évaluation des risques. Le sens de la démarche, c'est montrer la sensibilité, la fragilité des installations nucléaires françaises, et notamment face aux risques extérieurs liés à des facteurs humains, comme le risque d'intrusion ou les actes terroristes ou les actes de malveillance, et de par là même mettre en avant la faiblesse de l'audit de sécurité nucléaire qui a été lancé par le gouvernement, qui ne comportera aucune analyse de ce type de facteurs de risque. Afin de ne pas entraver les recherches, les salariés ne sont pas venus travailler aujourd'hui. Seul le personnel nécessaire au fonctionnement des 4 réacteurs était présent sur le site, soit environ 80 personnes sur les 1500 salariés que compte la centrale. La situation devrait revenir à la normale dès demain. Et puis j'ajoute que Hervé Novelli, député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, a condamné dans un communiqué de presse, je cite, l'irresponsabilité de ces personnes. Et on en vient à l'autre grand titre de l'actualité de ce lundi, la sécurité des passages à niveau. Après le dramatique accident hier soir dans le département du Rhône, 4 morts dans la collision entre un TER et une voiture. L'occasion de faire le point sur la sécurité des passages à niveau dans notre région, où malgré les efforts de Réseau Ferré de France, plusieurs points noirs sont encore recensés. Aurélie Renaud. Avec 26 trains par jour, 4000 véhicules dont 30% de poids lourds, le passage à niveau de Neuilly-Pont-Pierre est dit prioritaire, comme ceux de Nouan-le-Fuselier, Theillé ou encore Villechauve dans le Loir-et-Cher. Et pour prioritaire, comprenez à réaménager ou à supprimer. En effet, ces dernières années, Réseau Ferré de France, l'État et les collectivités locales se sont lancés dans un vaste projet de sécurisation des passages à niveau. Objectif, faire baisser le nombre d'accidents. RFF entend bien remplacer ces passages à niveau par un pont ou un souterrain, mais ces aménagements coûtent cher, entre 3 et 10 millions d'euros. Alors le gestionnaire des voies ferrées expérimente également des moyens de dissuasion tels que les radars de franchissement et de vitesse. Si ces 2 dernières années, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher n'ont connu aucune collision train-véhicule, l'année 2009 avait été particulièrement meurtrière sur les communes de Savonnières, Saint-Ouen et Montoire. 3 personnes avaient perdu la vie. 1 an de prison ferme pour un chauffard qui circulait sans permis depuis 1989. Il y a tout juste un mois, ce chauffard a percuté une voiture à Saint-Pierre-des-Corps. Il a pris la fuite mais a finalement été rattrapé par la police. Le site SKF de Saint-Cyr-sur-Loire se met au chauffage par la biomasse. SKF, c'est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur le marché des roulements. L'entreprise de Saint-Cyr a inauguré aujourd'hui sa nouvelle chaufferie qui fonctionne au bois. Un procédé nettement plus écologique que le gaz puisqu'il devrait permettre de réduire de 35% les émissions de CO2. Florent Carrière.
La peinture est encore fraîche, mais à l'intérieur, la mécanique est bien en marche. C'est cet ensemble qui permet de produire de l'énergie à partir de la biomasse. Là, c'est la partie supérieure de la chaudière, avec le système de filtration à l'extrémité. C'est à l'intérieur de ce gros caisson qu'est brûlé le bois à pratiquement 200 degrés. La combustion permet de chauffer de l'eau, celle-ci permettant à son tour de chauffer les 77 000 m² de bâtiments qui composent le site saint-cyrien de SKF. La chaleur est récupérée, la chaleur des combustions récupérée, et les produits de la combustion sont évacués dans une cheminée en passant par des filtres d'une extrême efficacité puisqu'ils filtrent parfaitement les poussières des fumées. SKF Saint-Cyr a donc dit pratiquement adieu au gaz, car avec une production de 10 000 kWh utiles par an, cette chaufferie couvre en moyenne 70% des besoins énergétiques du site. Le gaz ne sera utilisé qu'en période de grand froid. La chaudière consommera 3 500 à 4 000 tonnes de copeaux de bois par an acheminés depuis la région. Conséquence, l'entreprise rejettera 2 900 tonnes de CO2 en moins chaque année. Alors il y a deux intérêts, en effet. Il y a l'intérêt écologique qui n'est pas négligeable puisque ça représente quand même 35% d'émissions de moins de CO2 pour le site, pour la totalité du site. Et puis il y a la partie retour sur investissement qui se fait sur 7 ans, malgré tout, et qui nous dispense après d'être dépendants du prix du gaz. Coût de l'opération, chaudière et remplacement des réseaux de chauffage compris, 3,4 millions d'euros, dont 820 000 prises en charge par l'ADEME. En réduisant de 35% les émissions de dioxyde de carbone du site de Saint-Cyr, le groupe suédois respecte ses engagements, réduire de 5% les émissions de CO2 par an sur l'ensemble de ses sites. Et quel bilan pour le Téléthon? Regardez ces images. Ils étaient environ 200 à participer à la corrida de Jouer-les-Tours vendredi soir. Un bilan qui n'est pas si mauvais. En Indre-et-Loire, ce sont 362 500 € qui ont été récoltés au 36-37, soit 1% de plus par rapport à l'an dernier. Dans le Loir-et-Cher, une petite baisse de 1% avec 177 880 €. Le centre de secours Ouest Agglo a ouvert ses portes ce week-end. Il regroupe les communes de Fondettes et de Luynes, 40 sapeurs-pompiers volontaires et une section de 29 jeunes pompiers. Vous le savez, jeudi dernier, la Cour des comptes a rendu un rapport qui a clairement critiqué la gestion des pompiers en France. Écoutez les réactions des directeurs et présidents du SDIS d'Indre-et-Loire. Je ne pense pas justement que les pompiers sont mal gérés. Au contraire, je pense que depuis 10 ans que nous sommes départementalisés, il y a une volonté de rationalisation des moyens. La preuve, c'est que dans le département, nous avons encore diminué le nombre de centres de secours. Nous sommes maintenant à 73 centres, alors qu'il y a quelques années, il y avait plus d'une centaine de centres. Dans les 10 dernières années, le nombre d'interventions a augmenté de 17% et le coût des interventions d'environ 30 à 35%. Les parents d'élèves du collège d'Èvres ne décolèrent pas. Ils ont une fois de plus chahuté la présidente PS du Conseil général d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine, qui se rendait à une exposition à Loches ce week-end. Le Conseil général, qui je vous le rappelle, a débloqué un 4e car scolaire pour transporter les élèves sur le collège Philippe de Comines à Tours et projette aussi d'ouvrir une classe européenne à la rentrée prochaine. J'ajoute que mardi prochain, une nouvelle concertation aura lieu au Conseil général. Et on en vient donc à cette exposition au Logis Royal de Loches, Héroïne, Titouan Lamazou, le navigateur, aussi artiste peintre, connu pour mettre la femme au cœur de son art. Ici, vous allez le voir, il a voulu représenter 3 femmes qui ont fait l'histoire, Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne. Florent Carrière. Avec Titouan Lamazou, l'histoire se raconterait presque au présent. Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne, des familières du Logis Royal de Loches qui ont marqué l'histoire de la Touraine. Mais avec Lamazou, ces 3 femmes ressembleraient plus à des héroïnes d'aujourd'hui. Mon inspiration, c'est d'être en mouvement. C'est pour ça que dans cette commande, qui était nouvelle pour moi, je suis quand même arrivé à aller vers l'autre puisque je cherchais des modèles pour incarner ces femmes. Une Jeanne d'Arc amazone, combattante de toutes les causes, pouvant endosser le rôle d'égérie afghane. Une Agnès Sorel représentant l'origine des nations. Et Anne de Bretagne, la construction des idées. Ce qui marque l'œuvre de l'artiste, c'est bien l'universalité du discours et son approche si contemporaine, même lorsque le sujet est historique. Avec un peu plus de temps, j'aurais peut-être ramené une Anne de Bretagne congolaise ou une Agnès Sorel latino. Je pense qu'on peut à la fois travailler
sur deux dimensions qui sont la dimension géographique et la dimension historique. Et sur l'universalité. Jamais l'artiste ne s'était attaqué au personnage de l'histoire. Il aura fallu une commande d'un conseil général pour peut-être inaugurer une nouvelle approche dans son art. Mais malgré la nouveauté, Titouan Lamazou reste fidèle à ce qui a fait sa célébrité, les femmes, des femmes inconnues élevées au rang d'héroïnes grâce à son travail. Les femmes qu'il met en scène, qui sont parfois un peu désespérées, un peu isolées, eh bien, elles veulent rester maîtresses de leur histoire. Elles n'abandonnent pas, elles résistent. Ce sont des femmes qui résistent, et c'est en cela que ce sont des héroïnes de la vie quotidienne. Les photographies de voyage, les femmes et maintenant l'histoire. L'ancien navigateur qu'est Titouan Lamazou continue de voyager, et peut-être maintenant à travers les temps. Et on passe au sport avec le Tour FC qui s'est incliné 3-0 face à Lens pour cette 16e journée de Ligue 2 au stade Félix Bollard. On écoute Peter Zedler. Alors normalement 3-0, on pense qu'on a été dominé dans tout le domaine. C'était sûrement pas le cas, comme j'ai dit. Alors malheureusement en Ligue 2, on n'a pas les statistiques pour la possession du ballon. On n'est pas encore en Ligue des Champions, mais c'était quand même 65% d'après mon sentiment. C'est quand même. Mais je comprends les Lensois, c'est très très bien organisé et ils marquent à la première après 20 secondes. Alors on peut rien leur reprocher. Alors ils étaient en place, ils nous ont donné le terrain, ils nous ont donné le ballon. Et si on n'arrive pas à se créer de grandes occasions, c'est notre problème à nous. Les Bleus qui joueront à Brive ce week-end pour la Coupe de France. Et puis en basket, c'est nettement meilleur. L'ADA Blois s'est imposé samedi soir face à Orchy dans le Nord pour cette 11e journée de National 1. La fin d'une série de défaites consécutives. L'ADA Blois qui est 7e au classement. Et puis on termine cette édition avec du tir sur cible aquatique. Vous ne connaissez peut-être pas, pourtant cela fait 30 ans que cette discipline existe. Une discipline qui a commencé avec les chasseurs sous-marins du bassin méditerranéen qui s'entraînaient dans des piscines. Jean Maurès-Prin a suivi la première manche du championnat de France à la piscine Gilbert Bozon à Tours dimanche matin. Une arbalète, un tuba et une paire de palmes, c'est parti pour aller tirer un coup sous l'eau. Créée dans les années 80, cette discipline que l'on peut juger amusante de prime abord se révèle finalement très complète. C'est tout de même un sport en apnée, donc il faut être déjà bon nageur, puis après pratiquant l'apnée. Et ensuite, c'est avoir aussi développé de l'aquacité, puisqu'on se déplace sous l'eau avec une arbalète, et ensuite garder une certaine lucidité pour pouvoir effectuer des tirs. Différentes catégories existent suivant que vous tiriez à 3 ou à 4 mètres et suivant la distance que vous avez à nager. À 3 mètres, la discipline s'appelle monotype car chaque compétiteur possède la même arbalète. À 4 mètres, c'est un peu différent puisque chacun peut customiser son instrument. C'est vraiment un sport qui pour moi allie des compétences différentes, donc d'apnée, physique forcément parce qu'on a des épreuves de palmage, et après un petit côté précision de tir, voilà, ça, on affine un peu ses tirs, un côté fine flèche, voilà, ça c'est quelque chose qui m'attire, donc c'est l'alliance des deux, quoi. Le club Touraine Plongée propose cette activité de tir sur cible aquatique depuis septembre 2010 et apparemment ça mord à l'hameçon. De plus en plus, nos adhérents sont demandeurs d'activités différentes et donc il faut proposer des choses qui puissent les fidéliser au sein des clubs et cette activité de tir sur cible, en effet, rentre dans cet axe-là. L'objectif annoncé pour les années qui viennent est de développer et pérenniser ce sport méconnu dans le département et dans la région. Un essor qui passera notamment par la pratique des plus jeunes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Guillaume Pelletier sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.